Bonjour à toutes et à tous. Je me nomme Juliette Cadieux-Jeunesse. J'occupe le rôle de coordonnateur de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées dirigée par la professeure Marie Beaulieu. J'assurerai l'animation du webinaire intitulé Maltraitance psychologique et financière envers les personnes aînées ayant des incapacités au Québec. Avant de plonger dans le contenu de cette présentation, laissez-moi vous introduire le déroulement de la rencontre qui se découpera en 3 phases. Tout d'abord, un mot de bienvenue sera assuré par Marie Bertrand, coordonnatrice régionale spécialisée en matière de lutte contre la maltraitance envers les personnes aînées pour la région de Montréal. Ensuite, Mme Beaulieu présentera des résultats tirés d'un projet de recherche financé par l'Office des personnes handicapées du Québec pour une durée d'environ 25 minutes. Pour conclure, une période d'échange d'une trentaine de minutes avec le public permettra de répondre à vos questions et besoins de précision. Pour soumettre vos questions, nous vous invitons à les inscrire dans la boîte de questions et réponses, autrement intitulée Q&A. Vous recevrez soit une réponse par écrit au cours de la présentation ou à l'oral durant la période consacrée à cet effet. Pour partager vos réactions globales, utilisez la boîte de discussion appelée Chat. Je vous rappelle que cette présentation est enregistrée et qu'elle sera rendue disponible sur le site web de la chaire de recherche dans les prochains jours. Sur ce, je cède maintenant la parole à Mme Bertrand. Merci, Julien. Avant tout, merci beaucoup à Marie Beaulieu d'avoir accepté une invitation de la région de Montréal. En fait, une double invitation, d'une part, à partager de toutes récentes données sur la maltraitance psychologique et financière envers les personnes aînées ayant des incapacités au Québec et d'autre part, à offrir cette conférence à travers le Québec avec les défis techniques que ça suppose. En effet, avec l'adoption de la loi 6.3, il y a déjà 4 ans, qui vise à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute autre personne majeure en situation de vulnérabilité. Et les mesures qui en découlent, on pense notamment au signalement obligatoire, à l'adoption des politiques de lutte à la maltraitance dans les établissements du réseau de la santé et on pense aussi à l'implantation des processus d'intervention concertés dans les différentes régions du Québec, des données qui élargissent nos connaissances sur la maltraitance en lien avec diverses incapacités s'imposent pour mieux comprendre les vécus de ces personnes en lien avec la maltraitance et aussi pour mieux s'outiller et comprendre les leviers à l'intervention. Cette conférence fait ça le comble aujourd'hui. Je pense qu'on a près de 500 personnes qui se sont inscrites à cette activité, ce qui vient vraiment appuyer le besoin, le grand intérêt pour ce type de connaissances. Merci donc aux participants d'avoir accepté cette invitation en grand nombre et bonne conférence. Merci, Maric. Alors, bonjour tout le monde. Je suis désolée, il y a un petit reflet de mon écran vers mes lunettes, donc vous me voyez avec un drôle de regard, mais soyez assurés que tout va. Alors, c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Comme vous le voyez, je suis encore une fois du bureau chez moi. On n'a pas le choix. Le Centre de recherche sur le vieillissement est situé dans un CHSLD et on nous demande encore d'être très minutieux dans notre présence au bureau. Donc, le télétravail est vraiment le mode privilégié. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran et on va commencer dans l'exposé. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Si vous ne le voyez pas, faites-moi signe. Donc, si je n'entends pas parler ni Julien ni Kevin, je me dis que tout va. Alors, tel qu'il a été dit, le titre de l'exposé aujourd'hui, c'est « La maltraitance psychologique et financière envers les personnes aînées ayant des incapacités ». La chaire de recherche dont je suis la titulaire a été créée en 2010 grâce au premier plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les personnes aînées. On est donc en travaux depuis 12 ans. Enfin, on vient de commencer notre 12e année de travaux au 1er novembre dernier parce que nous avons une année financière qui est un peu particulière, 1er novembre au 31 octobre. Cette chaire est donc financée par le gouvernement du Québec, plus particulièrement dans des liens privilégiés avec le secrétariat aux aînés. C'est une chaire qui est donnée à l'Université de Sherbrooke et qui est sise au Centre de recherche sur le vieillissement. Le projet dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est un projet d'équipe. C'est un projet d'équipe qui a toujours été pensé comme tel parce qu'il était absolument impossible de s'engager dans un tel projet sans vraiment rallier des forces vives.
Alors, la ligne du haut, c'est l'équipe qui a été là tout au long du projet, la co-chercheure qui a joué un rôle hyper important, qui est Hélène Carbonneau, qui est professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Hélène, de formation, est récréologue et elle a travaillé longtemps dans différents milieux de vie de personnes aînées, en particulier en CHSLD. Et elle a fait aussi plusieurs projets de recherche avec l'Office des personnes handicapées du Québec. Donc, c'était une partenaire toute privilégiée. On avait chacune nos forces dans ce projet-là, moi qui étant vraiment plus sur le volet maltraitance. Notre coordonnatrice a été Annabelle Rondeau-Leclerc. Et en cours de projet, il y a une autre collègue de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui s'est jointe à nous, qui est Lison Marcoux, avec un de ses étudiants qui s'appelle Maxime Hébert, qui a fait un stage doctoral au sein de notre équipe. Et je vous expliquerai dans quelques minutes exactement ce qu'il a fait. Je veux remercier différents partenaires. D'abord, l'organisme financeur, l'Office des personnes handicapées du Québec. Sans cette subvention, un tel projet de recherche n'aurait pas été possible. À l'interne de la chaire, il y a eu Julien Cadieux-Jeunesse, que vous avez vu tout à l'heure, qui est mon coordonnateur de chaire, qui a aussi joué un rôle important, d'abord très, très actif au début du projet, mais en soutien tout au long. Et aussi Marie Crevier, qui, pendant le projet, était d'abord au doctorat et ensuite l'a terminé. Elle est maintenant docteur en part entière. Et Marie, qui a une vaste connaissance de tout le secteur du handicap et aussi de toutes les approches de l'éthique du care. Donc, qui avait vraiment toujours un regard, une mise en dialogue pour nous permettre de réfléchir toute la dimension des incapacités. Le projet, on l'a monté conjointement avec le CIUS de l'Estrichus, donc je tiens à les remercier. Et on a travaillé avec, entre autres, la direction de la recherche, mais aussi la direction de différents services, dont déficience intellectuelle, physique et troubles du spectre de l'autisme. Excusez, j'ai DIDP, TSA en tête, mais ça, en général, ça ne dit rien aux gens. Et aussi tout le programme du soutien à l'autonomie des personnes aînées. À l'intérieur du CIUS, on a aussi travaillé avec le commissaire aux plaintes et à la qualité des services, et je vous en reparlerai tout à l'heure. C'était une première et ça s'est avéré très porteur comme collaboration de recherche. On a voulu, puisque c'est un projet de recherche participative et partenariale, avoir un comité aviseur que l'on rencontrait de façon régulière, qui étaient des organismes d'aînés, des organismes de personnes ayant des incapacités, soit de lutte contre la maltraitance, des organismes de justice réparatrice, des organismes d'aide aux plaintes et aussi le LIPA. Le LIPA, ça tient pour le laboratoire d'innovation par et pour les aînés. C'est une structure qui nous est très chère au Centre de recherche sur le vieillissement parce que ça permet à des aînés d'être présents à la fois dans l'idéation des projets, dans tout leur déroulement et aussi dans la diffusion des connaissances. Pourquoi un tel projet à ce moment-ci? Alors, comme probablement plusieurs d'entre vous savez, au Québec, nous avons un plan d'action gouvernemental pour contrer la maltraitance envers les aînés. Le deuxième, donc, qui a été mis en place en 2017 pour 5 ans, donc jusqu'en 2022. Et on attend tous en 2022 une suite à tout ça. Mais là, on va parler de ce qui est en force, donc celui-ci. La mesure 49 de ce plan d'action parle vraiment de l'importance de cette recherche. Pourquoi? Mais parce qu'on sait dans la littérature que la notion d'incapacité, en fait, le fait d'avoir une incapacité, c'est un facteur de vulnérabilité à la maltraitance. On a peu d'informations sur l'expérience des personnes aînées ayant des incapacités qui, vous allez voir la suite dans mon PowerPoint, vont s'appeler le PAI. Donc, peu d'informations sur leur vécu de maltraitance et on a encore moins d'informations sur leur trajectoire de service. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'elles demandent de l'aide ou encore qu'elles sont repérées ou identifiées par des professionnels qui peuvent les diriger vers des services ou eux-mêmes donner des services? Pour nous autres, quand on a répondu à l'appel d'offres pour ce projet-là, on s'est dit c'est extraordinaire parce que non seulement ça nous permet de travailler en partenariat avec notre CIUS, mais ça nous permet aussi de travailler dans une perspective d'intersectionnalité. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que ce projet-là comprend des dimensions d'âge, des dimensions de genre, donc on est capable de travailler l'agisme, le sexisme. Puisque ce sont des gens qui ont des incapacités, on est capable aussi de travailler toute la notion de discrimination stéréotype basée sur les capacités, donc ce qu'on appelle le capacitisme. Et on aurait bien voulu travailler les notions aussi de racisme, mais malheureusement, vous allez voir tout à l'heure que notre échantillon ne l'a pas permis. Donc, c'est partie remise.
On a voulu aussi comprendre la maltraitance envers les personnes aînées ayant des incapacités dans une approche qui est systémique. Donc, l'individu lui-même, son propre réseau, les différents services en place et évidemment toute la dimension politique ici qu'on a peut-être un peu moins touchée, mis à part le fait qu'on sait qu'au Québec, on a vraiment à cœur la lutte contre la maltraitance. Quand je regarde le plan d'action qu'on a, les différents dispositifs, on sait que c'est une problématique pour laquelle on s'est mis en action il y a déjà plusieurs années. Donc, le but du projet, tout simplement, c'était de documenter de façon théorique et pratique la problématique de la maltraitance psychologique, financière et matérielle envers les personnes aînées ayant des incapacités. Donc, vous voyez ici, on vient de cibler deux types de maltraitance, plus particulièrement le psychologique ou le matériel et financier. On a voulu travailler d'abord à dresser un premier bilan des connaissances théoriques, donc qu'est-ce qui est connu sur le sujet. Tout de suite, je vous le dis, on aurait bien voulu faire un état des connaissances uniquement sur maltraitance psychologique ou matérielle ou financière envers les personnes ayant des incapacités, mais la littérature ne nous permettait pas, donc on a documenté plusieurs types de maltraitance dans notre recension des écrits. Ensuite, au moyen de cas, donc de situations réelles, on a voulu documenter ces deux types de maltraitance. Et quand les collègues de psycho de l'Université du Québec à Trois-Rivières se sont joints à nous, on a rajouté un sous-objectif qui a été aussi de documenter les cas selon une perspective qui est liée à l'empowerment, mais aussi à la résilience, parce que nos collègues sont dans le champ de la psychologie clinique. Et dernier point, mais non le moindre, on a voulu dégager des recommandations en matière de prévention, repérage, d'intervention à l'intention de différents publics. Donc, mon but aujourd'hui, il est simple avec vous. Dans les 25 prochaines minutes à peu près, je vais vous relater la démarche qu'on a eue et aussi les principaux résultats de ce projet. J'ai envie, en fait, de vous relater un peu l'histoire du projet, qu'est-ce que ça nous a permis de voir, qu'est-ce que ça nous a permis de réfléchir. Et en cours de route, vous allez voir qu'on a effleuré quelques références, en fait, des extraits de verbatim, donc des extraits d'entrevue pour que vous entendiez des mots même, ce que les personnes aînées ayant des incapacités qui ont vécu de la maltraitance avaient à dire. Et je vais aussi vous partager des moments qui, pour nous autres, ont présenté des défis, parce que tout projet de recherche présente des défis, mais dans celui-ci, il y en avait qu'on était peut-être un peu moins habitués d'affronter, mais qui se sont avérés très porteurs, je vous dirais, d'ajustement, même de réflexion sur les méthodes de collecte de données, entre autres. Donc, brièvement, je vais revenir avec vous sur l'état des connaissances, la méthode, très rapidement la méthode, puisque je sais que ce n'est pas un séminaire de recherche aujourd'hui. Les principaux résultats, ça, je vais y mettre énormément de temps et je vais vous parler aussi des recommandations qu'on fait suite à ce projet-là. Donc, sans plus tarder, je me lance tout de suite à définir quelques concepts et vous dire quelles théories on a pris pour pouvoir avancer notre projet. Donc, le premier concept, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est parce qu'on travaille en matière de lutte contre la maltraitance envers les aînés. Et je rappelle qu'au Québec, nous avons adopté une définition qui est directement inspirée de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit « Il y a maltraitance quand un geste singulier ou répétitif ou une absence d'action appropriée, qu'elle soit intentionnelle ou non, se produit dans une relation où il devrait y avoir de la confiance et que cela cause du tort ou de la détresse à une personne aînée. » Donc, geste singulier ou répétitif, on doit avoir ici une compréhension de ce qui peut être de la violence. L'absence d'action appropriée, on peut penser entre autres à certaines formes de négligence. La notion d'intentionnalité ou non, c'est qu'on nous rappelle qu'il peut y avoir maltraitance même si les acteurs nous disent qu'ils n'avaient pas l'intention de le faire. La notion de relation, il devrait y avoir de la confiance, c'est une notion qui est quand même assez élargie. Hein? Ça dépasse le cadre interpersonnel parce qu'on doit avoir confiance, entre autres, en des dispensateurs de services. Et finalement, la définition québécoise nous rappelle toujours que la maltraitance envers les aînés, ça laisse des traces. Donc, que ça peut causer des problèmes de santé, des problèmes sociaux. Et on le verra tout à l'heure, je vais vous parler des conséquences que les différents participants nous ont relatées.
Quand on parle de maltraitance psychologique, on parle de gestes, paroles ou attitudes qui constituent une atteinte au bien-être ou à l'intégrité psychologique des gens. Alors que quand on parle de maltraitance matérielle et financière, on parle de l'obtention ou l'utilisation frauduleuse, illégale, non autorisée ou malhonnête des biens ou des documents légaux de la personne. On parle aussi d'une absence d'information ou de la mésinformation financière ou légale. Et je devrais vous dire que tout de suite d'emblée, dans notre projet, on s'est rendu compte que quand venait le temps de traiter d'informations financières ou d'informations légales, plusieurs de nos participants nous ont parlé des difficultés rencontrées. C'est un projet qui porte sur les incapacités. Donc, c'est important de savoir que la notion d'incapacité, c'est une notion qui peut être assez floue. Ça se place sur une échelle, sur un continuum, où on peut dire qu'une personne pourrait avoir à un moment donné une capacité sans limite et à d'autres moments avoir une incapacité complète, mais entre les deux, les gens peuvent avoir plus ou moins de capacité. Il ne faut juste pas confondre capacité et handicap parce que la notion d'handicap, c'est vraiment plus une conséquence de l'incapacité, c'est-à-dire la réduction de la réalisation ou en fait l'incapacité à réaliser ses habitudes de vie. Donc, ça combine à la fois des facteurs personnels et environnementaux. Et ce qui nous amène à dire que la situation de handicap, elle n'est pas inévitable, donc ça peut être évité et ça peut même être transitoire. D'ailleurs, pour le projet, on s'est inspiré de travaux qui ont quand même fait une marque au Québec en termes de cadre théorique. On a pris un cadre développé par Patrick Fougerolas et son équipe qui s'appelle le modèle de développement humain, processus de production du handicap, où si vous regardez en bas, on part des habitudes de vie des gens, soit dans leurs activités courantes, mais aussi dans leurs rôles sociaux. Et c'est vraiment là, nous, qu'on a rencontré les gens, hein, parce qu'on a rencontré des gens qui, à un moment donné, dans leur vie, ont vécu de la maltraitance et on a voulu comprendre quel avait été cet événement et tous ses effets. Donc, on a voulu regarder du côté individuel, donc des facteurs qui sont plus personnels en termes de facteurs identitaires et d'aptitudes, mais on a aussi voulu regarder l'environnement des gens. Donc, micro, c'est vraiment dans leur milieu plus privé, méso, dans les services reçus, et finalement, macro, qui est le grand environnement sociétal, c'est-à-dire le Québec. Allons-y maintenant avec l'état des connaissances. Souvent, on nous demande est-ce que la maltraitance envers les aînés, de façon globale, là, quand les gens n'ont pas nécessairement d'incapacité, est-ce que c'est un phénomène qui est répandu? Il faut savoir que sur le plan mondial, une méta-analyse qui a été publiée en 2017, qui a fait la synthèse de 52 études à travers le monde, nous a amené à dire que dans les 12 mois qui avaient précédé la collecte de données, 15,7 des gens des personnes aînées avaient été maltraitées. Ce qui est quand même énorme, ça veut dire que dans les derniers 12 mois, c'est un aîné sur 6. Au Québec, on a eu une première étude sur la prévalence envers les personnes aînées qui a été menée par l'Institut de la statistique du Québec, qui est pour moi une étude hyper précieuse. Je vous invite à la consulter. La première auteure, c'est Mme Gingras, mais si vous cherchez EMPAQ, E-M-P-A-Q, pour études maltraitance personnes aînées Québec, vous allez trouver le rapport avec beaucoup, beaucoup d'éléments pertinents. Et cette étude-là nous a montré que dans l'année qui avait précédé la collecte de données, donc dans les 12 derniers mois, 5,9 des aînés avaient été maltraités. Et dans cette étude-là, on a étudié en fait 5 types et formes de maltraitance. Quand on cherche des prévalences sur les personnes aînées ayant des incapacités, là, c'est plus compliqué. Alors, on a trouvé seulement 2 études à travers le monde qui s'étaient vraiment penchées précisément sur des gens qui avaient des incapacités. Une première au Mexique où vous voyez que les chiffres sont sourcillés, qui parlait de 32,1 des personnes aînées ayant des incapacités physiques à long terme qui avaient vécu de la maltraitance. Et en Inde, 21,4 des personnes aînées qui avaient 2 incapacités ou plus qui avaient vécu de la maltraitance dans la dernière année.
Donc, vous voyez que quand même, ces pourcentages-là sont plus élevés que les prévalences que je vous ai données pour toute personne âgée, ce qui peut nous donner à penser que effectivement, les gens qui ont des incapacités risquent de vivre plus de maltraitance que les autres. Et dans toutes ces études-là, c'est toujours la maltraitance psychologique et la maltraitance financière qui sont les plus fréquentes, et ça donne bien, c'est justement la focale de notre étude. Il y a des facteurs de risque qui sont connus dans la littérature pour les gens qui sont en situation d'incapacité. Donc, les facteurs de risque, ce sont des facteurs qui sont hors de la personne aînée elle-même, donc dans ce qui l'entoure. Donc, entre autres, les relations entre la personne maltraitée et la personne maltraitante, mais aussi, dans un certain nombre de cas, les caractéristiques du proche aidant. Et ça, je vais y revenir parce que je voudrais tout de suite d'emblée défaire un mythe. Ce qu'on a trouvé dans notre étude, c'est vraiment pas l'espèce de modèle plus classique dont on entend régulièrement parler, c'est-à-dire du proche aidant maltraitant. En fait, on a eu très peu de cas où c'était de la maltraitance faite par des proches aidants. Du côté de la vulnérabilité, ce qui appartient à la personne âgée, donc présence de troubles cognitifs, des gens qui ont des problèmes de comportement qui sont reliés à leurs troubles cognitifs, des troubles de santé mentale, une dépendance fonctionnelle ou une dépendance envers la personne qui peut être maltraitante, la diminution des capacités physiques, un faible état de santé générale et une moins bonne perception de sa santé mentale ou physique. Donc, ici, on travaille sur santé perçue du point de vue des participants, sont considérés comme des facteurs de vulnérabilité à la maltraitance. On a beaucoup cherché pour voir est-ce qu'on connaît des facteurs de protection pour les personnes aînées ayant des incapacités. Et malheureusement, peu de travaux y furent consacrés. On a trouvé en fait une étude qui nous parle de l'aide formelle qui peut diminuer la sévérité de la maltraitance subie. En fait, on pourrait penser ici que c'est moins la sévérité du geste, mais plus la sévérité des conséquences. Donc, si on est accompagné, peut-être qu'on réduit les conséquences. On a voulu aussi savoir qui sont les personnes maltraitantes. Bien, écoutez, la littérature, c'est comme si la chose qui avait été la plus utilisée, c'était c'était la diade proche aidant, personne aidée. Donc, 19 articles qu'on a trouvés là-dessus. Ou encore, les personnes qui ont des incapacités qui sont en centre d'hébergement. On a été vraiment surpris de voir que les autres types de dynamiques de maltraitance sont pas ou peu documentés dans la littérature à ce jour, alors que nous, on a trouvé toutes sortes de types de maltraitance dont je vais vous relater dans quelques minutes. La présence d'incapacité est considérée souvent comme une conséquence de la maltraitance et il y a eu un seul article dans tout le lot qu'on a étudié qui s'intéressait aux conséquences vécues par les personnes aînées qui avaient des incapacités cognitives et physiques. Et dans cet article-là, on faisait entre autres état d'une aggravation de maladies cardiovasculaires, de maladies pulmonaires obstructives chroniques, de troubles digestifs et de maladies métaboliques. Quand on a voulu trouver quelle était la trajectoire de service des gens qui ont des incapacités, qui ont vécu de la maltraitance, une seule étude qui nous vient de la Californie, sauf que c'est une étude de dossier. Donc, on a essayé avec les dossiers de revoir la trajectoire des gens. Aucune étude qui donnait la parole à des personnes aînées en situation d'incapacité. Donc, en termes de synthèse, on a trouvé 65 articles. On pourrait s'en réjouir. Puis ça, c'était très ciblé, là, qui combinait à la fois maltraitance, incapacité et personnes aînées. En même temps, vous l'avez entendu avec ce que je vous ai dit, on manque d'informations à peu près sur tout. Sur l'ampleur, sur les conséquences, sur qui maltraite, dans quel genre de dynamique, où sont les lieux où se passe la maltraitance, qu'est-ce que c'est la demande d'aide et qu'est-ce que c'est les interventions que l'on connaît qui pourraient être pertinentes en termes de prévention, repérage et de suivi. Et en fait, très peu ou rien sur l'appréciation des services. Et dans les 65 articles, il n'y en avait que 2 qui donnaient la parole à des aînés ayant des incapacités. Alors, on s'est dit, mon Dieu, quelle originalité on a et surtout quelle chance on a d'avoir pu parler avec ces gens-là. Donc, ça m'amène à vous parler très brièvement de notre méthodologie. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait un comité scientifique qui était l'équipe de recherche, Marie Crevier, qui était une doctorante et qui, en cours de route, est devenue docteur, et notre équipe du CIUS. On avait aussi un comité aviseur des organismes du milieu. Donc, on a eu des réunions très régulières.
On a voulu dans ce projet-là avoir une approche qu'on appelle compréhensive et j'oppose ici la compréhension et l'explication. On n'est pas capable de faire de lien de cause à effet, ce qui serait de l'explication, mais on est capable de comprendre ce que les gens ont vécu. Pourquoi? Parce qu'on a fait une démarche narrative, c'est-à-dire qu'on a permis aux gens de s'exprimer dans leurs propres mots. Et pendant qu'on faisait l'entrevue, on dessinait avec eux un parcours de service. Alors, très souvent, c'est moi qui avais le crayon. Donc, les gens me parlaient de toutes les portes auxquelles ils avaient cogné et moi, j'essayais de dessiner par où les gens étaient passés. On a voulu aussi avoir un devis rétrospectif. Donc, on est revenu sur les 5 dernières années, ce que les gens avaient vécu dans les 5 dernières années. Je ne vous cacherai pas que ça a été un projet qui nous a amené beaucoup de défis de recrutement. Parce que même si on travaillait avec des collègues du CIUS, il y avait quand même beaucoup de défis de pouvoir recruter des gens qui étaient prêts à parler des situations. Et je vous avoue que les méthodes usuelles où on met des petites affiches et tout ça, là, si on s'était fié là-dessus, on ne serait pas allé très loin parce qu'un seul de nos 11 participants a découpé une information sur une affiche. Tous les autres, c'est des référencements qui nous ont été faits par des différents services. Donc, 11 entrevues en profondeur qui ont duré entre 54 et 149 minutes. Hein, ça, c'est pas loin de plus que 2 heures et demie. C'est une très grosse entrevue. Il y a 3 personnes aînées qui, pendant les entrevues, ont choisi d'être accompagnées et ça, c'était prévu dans le devis. Donc, une dame qui était accompagnée par son fils parce que lui-même avait vécu un certain nombre de conséquences de la maltraitance. On avait aussi, une situation d'une dame avec une déficience intellectuelle et une autre dame qui avait des troubles cognitifs qui étaient accompagnées et à ce moment-là, la personne qui accompagnait était vraiment plus en mesure de relater. Mais pour des raisons éthiques, vous comprendrez qu'on a toujours vérifié que la personne aînée qui avait des incapacités était capable de valider, de compléter l'information et avant tout qu'elle était capable de consentir à participer au projet de recherche. Puisque c'était des entrevues qui étaient chargées, difficiles à faire, on a toujours travaillé à 2 intervieweurs et on a fait une analyse thématique de tout ça. Nos gens étaient âgés entre 62 et 90 ans. On a rencontré 8 femmes, 3 hommes, dans différents types de milieux de vie, maisons, appartements, résidences pour personnes aînées, résidences de type familial, hébergement. Et les gens avaient des incapacités qui sont survenues pour chacun à différents moments de leur vie. Certaines naissances, d'autres jeunes adultes, âge moyen, et aussi des incapacités qui sont apparues comme aînées. Dans les incapacités qui étaient représentées dans notre étude, audition, cognition, intellectuelle, santé mentale, combinaison de agilité et mobilité 3 fois et aussi des problèmes de mobilité 4 fois. Alors, ça y est, je rentre dans le vif du sujet et ce, d'ici la fin de mon exposé. 11 personnes qui nous ont raconté 18 histoires qui leur sont arrivées dans les 5 dernières années. Je vous l'ai dit d'emblée, on visait d'abord maltraitance psychologique, matérielle et financière, mais dans les faits, on aurait voulu un ou l'autre, mais c'est une utopie parce que très souvent, quand il y a du financier, le psychologique y est combiné. Donc, 9 situations qui combinaient les deux, 3 situations qui étaient uniquement financières, une qui était uniquement psychologique. Mais vous voyez que même si on ne posait pas de questions sur d'autres types de maltraitance, spontanément, les gens nous ont parlé d'autres situations comme une personne psychologique et physique, une personne d'agisme, violation des droits, une personne de maltraitance organisationnelle, une situation de maltraitance sexuelle et aussi de la maltraitance combinée psychologique, physique et organisationnelle dans un cas. Qui maltraite les aînés? Bien, écoutez, on a eu des surprises parce que la maltraitance envers les aînés ayant des incapacités peut être faite par des gens du secteur public, peut être faite par des gens du secteur communautaire, peut être faite par des gens du secteur privé, mais aussi par le réseau informel de la personne aînée. Et vous avez là une panoplie de tout ce qui est ressorti dans nos 18 situations, que ce soit des représentants légaux, des employés d'hôpital, un employé de ville, des professionnels de la santé qui allaient offrir des services à domicile, des gens d'une famille d'accueil, d'un centre de réadaptation, du transport adapté. Dans les organismes communautaires, des accompagnatrices, des bénévoles qui font du transport ou des organismes de soins de fin de vie. En secteur privé, chauffeur de taxi, compagnie de système d'alarme, compagnie de recouvrement, gestionnaire de résidences privées pour aînés dans 2 cas.
et dans le réseau informel conjoint, une dame près mais hors du réseau familial, fille-nièce. Alors, est-ce que vous voyez tout de suite là qu'on s'éloigne d'emblée dans nos résultats de la fameuse diade qui a été hyper documentée, qui est personne proche aidante, souvent qui serait du réseau informel, envers un aîné en situation d'incapacité. C'est beaucoup plus large et beaucoup plus complexe que ça. Et sans surprise, les situations de maltraitance envers les aînés qui ont été les plus difficiles à vivre sont celles où la maltraitance est survenue dans le cadre de la dispensation d'un service. Donc, 13 situations à domicile, une à l'hôpital, 4 hors du domicile. On a demandé aux gens aussi s'ils associaient ce qu'ils avaient vécu avec leur incapacité. Dans 10 situations, oui, les gens font un lien en disant si je n'avais pas eu mon incapacité, ça ne serait peut-être pas arrivé, mais dans 8 autres, ils ne la font pas. Donc, voyez-vous, ici, ce n'est pas une association qui est automatique. Donc, nous qui avions une réflexion sur le capacitisme, donc ce n'est pas nécessairement une discrimination qui est liée à l'incapacité qui va mener à de la maltraitance. Excusez-moi. Oui, ça a bougé. Pardon. Dans les facteurs de risque et de vulnérabilité qui sont ressortis, donc les gens nous parlaient de pas assez de victimisation, de difficulté à survenir à leurs besoins, de problèmes de santé, d'incapacité à gérer leurs biens ou leur patrimoine. Et autre chose, je n'ai pas le temps de vous lire ligne par ligne parce que je ferais un trop long exposé. Mais sur le plan psychosocial, c'est vraiment intéressant de regarder qu'est-ce qui appartient à la personne maltraitante en termes de consommation, de problèmes financiers, de parcours de vie difficiles. On a vu des situations avec des conflits, des décès dans la famille. On a vu beaucoup d'isolement, des caractéristiques aussi du milieu de vie, des gens qui vivaient dans des milieux de vie qui n'étaient pas adaptés à leurs conditions. Et sur le plan mésosocial, et ça nous a suivis tout au long du projet, c'est le manque de ressources et d'aide. Les gens ont vécu beaucoup de conséquences de leur maltraitance. On a documenté les conséquences à court terme sur le coût et les conséquences à plus long terme. Pour les besoins de l'exposé aujourd'hui, on les a un peu combinés en vous disant qu'il peut y avoir des conséquences physiques telles l'hospitalisation ou l'aggravation de problèmes de santé. Il peut y avoir des conséquences matérielles ou financières. Donc, on a eu des gens qui ont été contraints à déménager, à payer 2 loyers en même temps. Il y a même des gens qui ont fait des endettements importants, des faillites, des pertes de biens, des diminutions de cote de crédit. Sur le plan psychologique, on a vu des gens avec beaucoup de colère, de la tristesse, de la peur, de l'incompréhension. La maltraitance a bouleversé leurs habitudes de vie. Il y a même des gens qui nous ont exprimé très clairement le désir d'en finir avec leur vie et l'exacerbation de problèmes de santé mentale sévères. Sur le plan social, ça peut avoir amené des gens à changer de milieu de vie, à se replier sur eux-mêmes, à s'éloigner de personnes appréciées, à perdre la perte de confiance envers les autres et aussi, malheureusement, une certaine méfiance envers les services. Puis ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Les conséquences sont aussi importantes pour les proches. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on ne le voit pas souvent documenté dans la littérature, mais les proches sont aussi la cible directe ou indirecte de la maltraitance. Et dans certains cas, sans qu'ils l'aient subi directement, les proches s'engagent tellement pour essayer de soutenir la personne que ça peut créer chez eux de l'épuisement, eux-mêmes un changement de milieu de vie, ça peut briser des liens familiaux, ça peut créer des pertes d'emploi. Donc, quand on regarde le portrait de la maltraitance, il faudrait toujours penser à inclure les conséquences indirectes sur autrui. Voici la parole de personnes qu'on a rencontrées. Donc, participant 5 qui nous dit « Elle a trop pris. Elle l'a rendu à 15, qui était 15 $. Elle était de 10 000 $. Elle l'a mise à 14 000 puis tout ce qu'il y avait dedans, elle l'a gardé. Là, ma carte ne valait plus rien. Donc, autrement dit, elle m'empêchait d'avoir du crédit. » Donc, on voit ici quelqu'un qui s'est fait usurper par sa carte bancaire et plusieurs autres situations de maltraitance financière. La participante 2 nous relate « Oui, parce que je suis terrifiée. Je me sens fragile et en état de dépendance. On reste marqué. Je sais qu'à un moment donné, dernièrement, le genou m'enflait, puis je me suis dit « Oh non, j'espère que je n'aurai pas besoin d'un autre ergot. » Tu sais, tu as peur, puis surtout que, pas longtemps après l'histoire de l'ergot, j'ai vécu un autre épisode avec l'infirmière du CLSC.
Donc, on voit ici une personne qui s'est sentie maltraitée dans le cadre de dispensation de services à domicile par des professionnels et qui a peur à ce moment-là de demander d'autres services alors qu'elle sait qu'elle en a besoin. La même participante nous dit: toi, tu es en situation de faiblesse. C'est comme si on t'assomme. Le meilleur moyen d'expliquer ça, c'est on t'assomme. Tu es assommé, puis quelqu'un qui est assommé, là, ça prend une demi-heure, 1 heure avant qu'il retrouve tous ses esprits. Quand tu es bien assommé, ben là, c'est ça. Le bouleversement que j'ai subi parce que je ne me reconnaissais pas, je ne comprenais pas comment ça se faisait que je n'avais pas réagi. Et ça, c'est tellement bien documenté dans la littérature. Souvent, les gens se sentent coupables de ne pas avoir agi. Et dans ce cas-ci, la dame, c'est peut-être encore plus troublant pour elle parce que c'est une professionnelle retraitée et qu'elle ne reconnaissait plus ses réflexes d'antan. Il y a beaucoup de freins à la demande d'aide, tels la honte, la colère, la perte d'énergie. Les gens me disaient: je ne me sentais pas assez de force, ou l'absence de personnes à qui en parler. Mais une chance, il y a des leviers, entre autres quand les gens ont des proches près d'eux, quand ils ont le sentiment d'avoir atteint des limites personnelles et quand ils considèrent qu'il y a des risques dommageables pour leur santé, à ce moment-là, ils vont oser demander de l'aide. Et encore là, je donne la parole, participante 1 qui nous dit: ben oui, j'étais là, moi. Je suis rendue ici, j'ai dit le nom de son fils, mais là, j'avais peur de changer de fille. Quand elle parlait de changer de fille, c'était l'accompagnatrice qu'elle avait aux courses. Pour avoir, je ne sais pas, tu sais, quand ça fait 10 ans et demi que tu es avec elle. En fait, ce qu'elle nous relate, c'est quand tu te fais maltraiter dans une situation où tu pensais que tu étais dans une relation de confiance que tu as mis 10 ans à bâtir, ben, c'est difficile de changer d'accompagnatrice. Et participant 11 parle vraiment de la gêne, lui. Donc, on a une certaine gêne de le dire. Les gens ne me connaissent pas comme ça. Alors, quelqu'un lui demande comment ça va bien, puis puis là, il fait une longue pause pendant qu'on lui parlait, puis il dit: ben, je ne veux pas publier ça dans les journaux. Donc, on sentait encore toute la difficulté à en parler. Autre citation de la participante 8. Et puis, c'était elle qui m'a donné, donc la participante 8 a pu parler avec une autre personne et elle lui a donné le nom du commissaire aux plaintes. Donc, elle me dit, quand elle m'a donné le nom des plaintes, je trouve ça très drôle, donc le nom des plaintes, je me suis dit, attends un peu là, et je pars et j'ai appelé tout de suite. Et dernier extrait, c'était, j'étais devenue tellement sur les nerfs, j'ai dit non, je ne vivrai pas comme ça, moi, à 75 ans, être sur le qui-vive tout le temps. En termes de trajectoire de service, les gens se sont adressés autant dans le réseau informel, communautaire, privé que public. Puis la prochaine diapo va vous assommer, en tout cas moi, elle m'a assommé, de voir la quantité d'appels et la quantité de portes auxquelles les gens ont cogné. Alors, voyez-vous, je ne vous le lirai pas au complet, là, mais ils ont cogné dans le secteur public, dans le secteur communautaire, dans le secteur privé, dans leur aide informelle. Jamais je n'aurais pensé que les gens feraient tant de démarches. Surtout qu'au Québec, on dit qu'on va essayer de coordonner les services. Je peux dire que cette recherche-là nous a quand même montré qu'il y avait un certain nombre de défis, voire des lacunes dans la coordination des services. Pour 10 des 11 participants, l'aide informelle a été centrale. Et ça me parle beaucoup aussi en termes de réflexion et éventuellement de recommandations. Est-ce que nous, comme proches, on est préparés à faire de l'écoute ponctuelle? Est-ce qu'on est préparé à accompagner quelqu'un qui se confie? Est-ce qu'on est surtout capable de l'accompagner? Donc, l'investissement des proches n'est pas pareil tout le temps, mais il y en a qui sont allés dans des présences très fortes, qui ont même fait des démarches concrètes, voire même des gens qui se sont rendus malades pour soutenir leurs proches qui avaient été maltraités. Les secteurs publics et communautaires ont particulièrement été sollicités dans les démarches pour mettre fin aux situations de maltraitance. On a vu dans nos 18 situations relatées par nos 11 participants, 3 acteurs qui ressortaient énormément. Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services, les travailleurs sociaux du réseau de la santé et des services sociaux, et aussi en Estrie, on est privilégié parce qu'on a un organisme communautaire 100% dédié à la lutte contre la maltraitance qui s'appelle DIRA Estrie. Je veux quand même souligner que dans 3 cas, les gens ont appelé à la ligne Aide abus aînés et que pour eux, ça a été très important parce qu'ils ont pu avoir des références vers des services de la région. On s'est quand même rendu compte que la ligne n'était pas si connue que ça. Et j'ai une anecdote touchante que je vous raconte rapidement.
Il y a un monsieur qui a vu une publicité sur la ligne à la télévision, puis il s'est dit: «C'est de ça dont j'ai besoin». C'est un monsieur qui a un problème de mobilité. Par le moment où il avait trouvé papier, crayon, évidemment, la publicité était terminée. Volontairement, il avait laissé à côté de son fauteuil papier, crayon pour que la fois suivante, il puisse noter le numéro et effectivement, il a appelé. Donc, on sait que les campagnes de publicité, ça coûte cher, mais en même temps, quand elles sont répétées de façon récurrente, ça peut être important parce que quand on ne se sent pas concerné, peut-être qu'on n'a pas le numéro, mais la journée où on en a besoin, c'est important de l'avoir facilement accessible. Il y a aussi d'autres intervenants qui ont joué des rôles ponctuels dans les trajectoires de service, donc des avocats, des notaires, des banques, des médecins et j'en passe, le CAVAC, entre autres, le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Euh, on a été étonnés, on se serait attendu que les services privés puis les organismes communautaires qui étaient dédiés à l'accompagnement de personnes qui avaient des incapacités auraient été plus sollicités, mais ils l'ont été très peu dans cette étude-là. Et les services policiers ont été sollicités une seule fois. Par contre, plusieurs nous les ont nommés comme étant une espèce de plan B. Si ça ne se réglait pas en cours de route, ils avaient l'intention éventuellement d'aller vers la police. L'importance aussi de revenir sur le fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu pas mal de maltraitance qui a été relatée par des employés de certains services. Et c'est important de dire dans ces situations-là que les participants ont pu contacter souvent la personne qui était en autorité. Et ce qui est important pour eux, c'est la réaction rapide, le fait de pouvoir éventuellement de ne plus être en contact avec la personne maltraitante, donc un changement d'intervention. Mais tout ça fait dans une perspective où on veut éviter une perte de service. Et surtout, on insiste, une personne qui maltraite dans une organisation ne fait pas de l'organisation une organisation maltraitante, hein. C'est vraiment une personne dans l'organisation. Écoutez, je vois que mon temps file. Je vais aller rapidement vers une conclusion, mais je veux vous dire que les gens ont quand même apprécié beaucoup de choses dans les services, que ce soit au premier contact, quand ils se sont sentis accueillis, écoutés, qu'ils sentaient que les gens étaient disponibles, quand pendant ils se faisaient accompagner, où on agissait avec eux et non pour eux, puis à la fin du suivi, quand il y a eu en mise en place, entre autres, de mesures de protection. Néanmoins, il y a des choses qui ont été dépréciées, donc des délais trop longs au premier contact, de ne pas se sentir accueilli, pendant l'accompagnement, d'avoir des difficultés communicationnelles ou de ne pas savoir où les choses s'en vont. Et à la fin, souvent, quand l'accompagnement se terminait, puis le problème n'était pas résolu ou encore les gens avaient moins de services qu'avant. On termine ça par des recommandations. Alors, il y a des conditions gagnantes. On a vraiment vu des conditions gagnantes dans ce projet-là. La qualité de l'accueil, l'identification rapide et fine de la demande, une réponse adaptée à la spécificité de chacune des situations, des approches partenariales avec la personne concernée, puis tout au long du suivi, entre autres pour favoriser l'empowerment. De l'accompagnement aussi qui tient compte de la nature et de la sévérité de l'incapacité, sans verser dans la surprotection. Donc, c'est tout cet équilibre-là du respect de l'autonomie et de l'autodétermination de la personne. Le soutien dans les différentes démarches et surtout de garder les gens informés sur ce qui se passe. Je vous ai parlé tout à l'heure qu'on avait 3 services qui se sont plus démarqués. Moi, j'en viendrais à recommander au nom de notre équipe. En fait, nous recommanderions vraiment que chaque région puisse être dotée de services communautaires spécialisés en matière de lutte contre la maltraitance envers les aînés, parce que dans notre région, ça a vraiment fait une différence. Il faut aussi que les équipes des commissaires aux plaintes et à la qualité des services agissent rapidement avec professionnalisme. Ça a été le cas chez nous et on sait que les commissaires aux plaintes s'investissent de plus en plus dans la lutte contre la maltraitance. C'était un rôle qu'ils avaient déjà, mais avec la loi sur le signalement, ça a renforcé leur rôle. Et aussi, évidemment, nos intervenants du réseau, en particulier les travailleurs sociaux, et là-dessus, je me parle parce que j'enseigne dans une école de travail social, qu'on les forme pour qu'ils soient alertes et engagés dans le suivi des situations. Il y a d'autres recommandations dont je ne vous parlerai pas aujourd'hui sur la pratique et la recherche, mais bref, on a une série de choses qu'on dégage de ce projet. Je vous remercie de votre attention. Je vous suggère de consulter le site Internet de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les aînés, qui est complètement bilingue, donc en français et en anglais. Vous pouvez, entre autres, vous inscrire à une infolettre. Donc, l'adresse est simple, www.maltraitancedesainées.com. Et sur ce, amorçons la période de questions. Donc, je vais cesser mon partage d'écran et on se met en dialogue.
Merci beaucoup, Marie, pour la présentation. Je vais débuter avec les personnes qui vont lever la main pour ensuite tomber dans la boîte de questions-réponses. Donc, je vais moi-même ouvrir votre micro. Vous allez simplement avoir à autoriser l'ouverture de votre micro et par la suite poser votre question de vive voix. Puis, je m'occuperai de fermer votre micro par la suite. Donc, nous allons débuter avec Marie-Claude Blais. À vous la parole. Madame Blais, votre micro est actuellement ouvert. Pourriez-vous poser votre question? Donc, Madame Blais n'est pas là. Je vais passer à Marie-Claude White-Gosselin. Oui, bonjour. Merci pour la présentation qui était super intéressante. En fait, moi, j'écoutais la présentation, puis il y avait quelques questions qui m'ont venues en tête. La première, c'est que, bon, je constate que vous disiez quand même avoir eu une difficulté de recrutement au niveau des participants. J'aimerais en savoir un petit peu plus sur quelles étaient les difficultés. Puis la deuxième question, c'est que je constate qu'il y a beaucoup d'études quand même qui sont faites sur l'exploration des situations vécues par les aînés maltraités qui sont généralement aptes. Je sais qu'il y a des défis au niveau des comités d'éthique pour la recherche. Je voyais que dans votre étude, il y avait une personne avec des incapacités cognitives. Mais je me demandais la pertinence de faire des études, par exemple, sur les processus, les situations vécues par les gens qui seraient plus dans des incapacités cognitives plus significatives et comment ça pourrait faire évoluer la recherche au niveau de la maltraitance envers cette population-là. Bien, je vous remercie, Marie-Claude. Effectivement, deux questions qui sont majeures. En termes de recrutement, je vous dirais, je pense que le principal défi qu'on a eu, c'est réussir à contacter des gens qui étaient prêts à parler des situations. Il a fallu qu'on sollicite énormément les différents intervenants. Donc, on a fait dans ce projet-ci beaucoup de conférences à des équipes de travail pour aller leur présenter le projet, leur demander de recruter dans leur propre caseload. On est allé faire des conférences publiques dans des organismes communautaires, des organismes de personnes qui avaient des incapacités pour leur dire, vous pouvez nous contacter, c'est complètement confidentiel. En fait, je vous parlais tantôt des freins à la demande d'aide, mais je pourrais ramener beaucoup de ces informations-là qui seraient beaucoup liées au fait que les gens ne sont pas prêts à dévoiler, ne sont pas prêts à divulguer. Souvent, ça a été suffisamment difficile, ils n'ont pas vraiment envie d'en parler. Puis, je n'ai peut-être pas manifesté tantôt, en fait, je pense que j'ai oublié de manifester quelque chose qui était hyper important, c'est que pendant les entrevues, c'était difficile pour les gens. Puis on les a beaucoup remerciés, puis on les rappelait une semaine après pour voir s'ils allaient bien. Puis à la fin, on leur donnait une liste de ressources qu'ils pouvaient contacter pour avoir du soutien. Et beaucoup de gens, pendant les entrevues, ont pleuré. Donc, ce n'est pas tout le monde qui est prêt à relater quelque chose qui a été si difficile pour eux. Donc, je pense que ça explique tous les défis de recrutement qu'on a eus. Maintenant, pour votre question sur les gens aptes et inaptes, ça a été une question qu'on s'est posée tout au long de ce projet-là. On est retourné devant le comité d'éthique pour s'assurer qu'on pouvait inclure des gens qui étaient capables de consentir à la recherche. C'était vraiment très, très, très délicat. Puisqu'on fonctionnait avec des entrevues auprès des gens eux-mêmes, il fallait que les gens soient en capacité évidemment, de consentir pour eux-mêmes et que quand ils étaient accompagnés, qu'évidemment, ils consentent à ce que la personne parle avec eux. Et je ne vous cacherai pas que dans 2 des 3 accompagnements, c'est plus les accompagnateurs qui ont parlé que les personnes elles-mêmes parce qu'elles avaient de la difficulté à s'exprimer. Alors oui, ça nous ramène à toute la question de la recherche auprès des personnes inaptes. On sait que c'est un grand, grand sujet au Québec, en particulier avec le Code civil, parce qu'on a choisi de bien protéger ces gens-là, mais en même temps, on ne peut pas faire de recherche
j'allais dire, sur eux ou auprès d'eux sans leur consentement. Et on s'entend que dans une recherche comme la nôtre, qui était la prise de parole directe des gens qui l'ont vécu, ben, quand quelqu'un est vraiment inapte, c'est à peu près impossible. Donc, il faudrait avoir d'autres types de devis de recherche qui seraient par personne interposée. Ce n'est pas impossible, ça pose des défis, mais moi, j'aimerais bien éventuellement pouvoir participer à ce genre de projet-là. Pourquoi? Parce que la littérature dit que probablement parmi les plus à risque dans les gens qui ont des incapacités, ce sont ceux qui ont des incapacités cognitives. Alors, merci beaucoup de votre question. Oui, bonjour. Pardon. En fait, je céderai la parole à Madame Guylaine D. Oui, bonjour Madame Beaulieu. Merci pour tout. Je vais aller directement à ma question pour sauver du temps, parce que vous avez parlé d'empowerment et de résilience. Bon, pour avoir fait quelques recherches auprès des enfants sur la résilience, là, puis empowerment, moi, ce que je veux savoir, dans le fond, c'est est-ce que quand vous faites vos recensions, que l'empowerment fait comme partie des facteurs qui amènent la résilience ou si la résilience est étudiée séparément de l'empowerment? Est-ce qu'il y a une distinction claire entre les deux variables? Et quelle bonne question. Écoutez, je vais y aller de façon un peu superficielle parce que ce volet-là, c'est vraiment pas moi qui l'ai mené. C'est vraiment l'étudiant au doctorat qui s'appelle Maxime Bertrand sous la direction de Lison Marcoux. Et ils ont préparé un article en profondeur sur ce volet-là qu'on a soumis à une revue qui est actuellement en évaluation et je pense qu'aussitôt qu'on aura le OK pour le partager, je vous mettrai directement en contact avec eux. Ce que je peux vous dire, c'est que il n'y avait pas de la résilience dans toutes les situations, c'était clair. Et on se rendait compte que, entre autres, pour des gens qui avaient vécu plus d'une situation de maltraitance dans les 5 dernières années, leur réaction par rapport à la situation, leur capacité d'empowerment et leur résilience différaient d'une situation à l'autre. Et ça, pour moi, ça a été vraiment frappant. Peut-être moins pour les collègues psychologues, là, mais pour moi, c'était frappant parce que je me disais, tiens, ça veut donc dire que de fois en fois, les gens réagissent différemment en fonction des circonstances de la maltraitance. Merci. Je céderai la parole à Sabrina Paquet. Oui, bonjour, Madame Beaulieu. Merci pour la présentation. Là, moi, il y a un questionnement qui me venait en lien. Je sais que vous avez beaucoup d'expérience au niveau de la maltraitance, vous avez fait beaucoup de recherches. S'il y a des choses qui ont été relevées au niveau des services qui sont offerts aux personnes âgées, entre autres, là, je prends exemple, je trouvais que la formation, le webinaire était à brûle-pourpoint. J'ai une résidente dans une résidence privée qui me rapportait que la pharmacie qui était sur place, là, ne permettait pas, mettons, les spéciaux au niveau de leur point de service dans la résidence, alors qu'aux grandes surfaces, il y avait accès. Donc, le seul enjeu, c'est que les gens devaient se déplacer pour avoir accès aux spéciaux. Est-ce que dans les... Tu sais, moi, ma patiente est assez alerte pour dire, bien là, tu sais, je le vois dans le circulaire, il est 10 $ moins cher, je vais aller à la grande surface. Je trouve qu'on met des gens vulnérables à travers des grandes bannières, puis tu sais, les gens n'ont pas tous les moyens de transport possibles là, pour se déplacer. Est-ce que ça rentre dans une forme d'abus financier d'une grande bannière ou c'est quelque chose qui est quand même autorisé de par des lois quelconques? Ça me préoccupait un peu, fait que j'aimerais ça savoir s'il y a quelque chose qui est ressorti. Bien, écoutez, je vous remercie, Sabrina. Je ne suis pas juriste, fait que je ne m'avancerai pas trop sur les lois parce que j'ai toujours peur de m'avancer sur une glace très, très mince. Néanmoins, l'exemple que vous donnez n'est pas ressorti, mais vu qu'on a parlé à 11 personnes qui nous ont décrit 18 situations, on n'a pas la prétention d'avoir fait le tour. Nous, ce qu'on a vu plus dans les résidences privées qui sont sorties, c'était des baux qui étaient absolument pas faits selon les règles de l'art. Donc, des pressions indues pour que des gens signent des modifications, entre autres des baux qui avaient presque doublé, et ce qui amenait des gens à des déménagements. Donc, et ça avait été vraiment pris en compte, entre autres, par le commissaire aux plaintes et à la qualité des services de la région, et ça a amené, entre autres, à une surveillance plus grande envers cette résidence-là. Maintenant, est-ce que des points de service dans des RPA, qui sont des points de service privés, parce que je pense que les
points de service de pharmacie sont considérés privés, peuvent faire leur propre règlement par rapport à leur bannière. Ça, je ne pourrais pas vous répondre. Sauf que si des aînés l'avaient vécu, je ne serais pas surprise que dans leurs propres mots, eux autres, ils nous l'auraient ramené comme étant une forme d'exploitation financière. Parce qu'on voyait que pour eux, ils avaient une définition élargie de la maltraitance. Merci. Caroline Lepage de prendre la parole. Oui, bonjour. Donc, en lien avec ce que vous avez dit par rapport aux difficultés de recrutement, puis à votre autre constat selon lequel les proches aidants n'étaient pas les seules personnes à maltraiter, je me posais la question, est-ce possible que les gens ont en fait plus de misère à exprimer lorsqu'ils ont vécu des situations de maltraitance par des proches aidants, étant donné que c'est une situation généralement intrafamiliale, puis que ça expliquerait pourquoi, en fait, les gens qui ont osé parler, c'est plus dans des situations où ce ne serait pas des proches aidants? Votre hypothèse peut être très bonne, hein. On ne prétend pas, quand on fait du qualitatif, qu'on a une représentation exhaustive. Donc, je vous parle des cas qui nous ont été rapportés par les gens. Et ces cas-là, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des cas qui, la plupart du temps, avaient déjà été identifiés par des dispensateurs de services, puis les dispensateurs de services ont eu la gentillesse de nous mettre en lien avec les gens. Donc, est-ce que les cas de négligence ou de violence par des proches aidants sont moins repérés? Je ne saurais pas vous dire. Ou encore, est-ce qu'ils sont repérés, mais est-ce que les gens qui avaient vécu ces situations-là ont refusé que leur dispensateur de services nous donne leurs coordonnées? Parce que je dois vous dire qu'on faisait ça selon les règles de l'art. Donc, c'était les intervenants qui contactaient la personne en disant « Est-ce que vous accepteriez que je donne votre nom au chercheur? » Et si les gens disaient non, bien évidemment, les intervenants ne nous en parlaient pas. Donc, il y a toute une partie pour laquelle on n'a pas eu de suivi, là. Isabelle Duguay, à vous. Madame Duguay, êtes-vous toujours là? Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, allez-y. Parfait. Merci, Madame Beaulieu, ainsi que toute votre équipe. Là, très intéressant comme recherche. Puis bravo d'avoir tenu bon pour le recrutement parce que votre démarche narrative est très, très intéressante et très riche. Ma question est plutôt en lien avec toute la trajectoire et les portes d'entrée. Là, votre diapositive est assez éloquente sur toute l'énergie qui a été mise pour chercher des services et les multiples portes qui sont possibles, et parfois avec des résultats qui ne sont pas toujours probants. Est-ce que vous aviez des recommandations, mis à part le fait que vous recommandez qu'il y ait un organisme communautaire dédié à la lutte à la maltraitance par région? Qu'est-ce qui en est ressorti au niveau des organismes, entre autres des organismes publics, au niveau des trajectoires pour améliorer l'efficacité de la lutte là, à la maltraitance? Oui, c'est une excellente question. Comme j'ai dit tantôt, on a été vraiment frappés quand on a vu la quantité de portes auxquelles les gens avaient frappé. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver ça. Puis je m'attendais aussi à trouver des espèces de trajectoires qui reviendraient chez 2, 3 personnes, puis éventuellement on dirait ah, ça, c'est une trajectoire plus fréquemment utilisée. Avec nos 18 situations, on n'est même pas capable de faire ça, là. On est juste obligé de dire qu'il y a presque autant de trajectoires que de situations, mis à part le fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, qu'il y a 3 intervenants qui sont un peu plus forts pour jouer des rôles importants dans de la coordination. Moi, si ce projet-là me fait réfléchir, c'est bien celui de la coordination entre les différents services et l'importance que, éventuellement, quand une personne s'adresse à un endroit, quelqu'un puisse prendre le dossier, puis cheminer avec la personne et l'aider à communiquer, à cogner à différentes portes. Puis on sait que ce n'est pas dans le mandat de tous les organismes. Entre autres, l'organisme communautaire en Estrie, on sait qu'il le fait beaucoup, mais il y a peut-être d'autres organismes qui le font moins. Les commissaires aux plaintes ont aussi fait un très, très grand travail, mais on s'entend que les commissaires aux plaintes, leur rôle, ce n'est pas non plus de jouer un rôle d'accompagnement clinique, là. Donc oui, on a des recommandations sur l'organisation des soins et des services, puis on est encore en train de réfléchir sur qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Et on est quand même bien pourvu au Québec avec nos coordonnateurs
coordonnateurs régionaux qui ont déjà fait en sorte que dans chacune des régions, les organismes se connaissent, sont capables d'être en dialogue et ont des espaces d'interaction. Mais on sent qu'on a besoin d'un pas de plus parce que dans la réalité des cas, il y a beaucoup de gens qui ont vécu des situations de maltraitance, qui ont quand même senti qu'il y avait un poids énorme sur les épaules. C'est une question par écrit cette fois-ci sur le rôle du commissaire aux plaintes. Vous avez mentionné en début de la présentation que vous aviez eu une participation de la commissaire aux plaintes et à la qualité des services dans votre projet et que ceci fut porteur. Pourriez-vous nous dire de quelle façon ceci fut porteur? Ben, écoutez, moi, j'avais travaillé avec le commissaire aux plaintes et à la qualité des services dans la région parce qu'on se connaissait depuis plusieurs années. Quand ça fait une vingtaine d'années qu'on est dans la même région, on a eu à se croiser, entre autres, dans des formations, sur une table de concertation et tout ça. Mais on n'avait jamais fait de recherche ensemble. Et ça a été vraiment intéressant de voir l'engagement du commissaire aux plaintes et à la qualité des services de retourner dans les dossiers qui avaient été actifs au cours des 5 dernières années, de refaire des contacts, de pouvoir nous mettre en lien avec des gens, mais aussi d'entendre les différents participants parler du rôle du commissaire aux plaintes et à la qualité des services, y compris dans des situations où ce n'était pas les commissaires qui nous avaient référés, là. Donc, on s'est rendu compte que quand les commissaires sont là, il y a eu beaucoup de choses qui ont bougé. Et je pense que ça, c'est important de le dire, parce que des fois, on entend un certain cynisme des gens, peut-être en se disant: «Oh, ça donne quoi de me plaindre?» Beh, dans ce cas-ci, ça a vraiment, donné quelque chose. Donc, non seulement le commissaire était très actif, toutes les réunions le commissaire et son équipe, hein, parce qu'un commissaire n'est jamais seul. Donc, le commissaire et son équipe étaient hyper actifs dans nos différentes réunions, étaient actifs dans le recrutement, étaient très disponibles pour discuter des situations, discuter des recommandations. Donc, pour moi, ça a été, un nouveau partenariat en recherche, pour lequel, ça a été très, très fructueux. Merci. Une autre question par écrit. Oups, celle-là, c'est perdu. Non. Si les personnes qui ont fait l'objet de votre étude rapportent surtout que les situations de maltraitance subies ont été commises par différents intervenants lors de la dispensation de services, quelles mesures additionnelles pourraient être mises en place pour prévenir ces situations? Oui, là, comme je vous ai dit, je ne suis pas allée dans toutes nos recommandations de prévention, sensibilisation. Je vais aller très rapidement, là, mais le partenariat, entre autres, dans notre comité aviseur avec les différents organismes qui offrent du soutien aux personnes ayant des incapacités, a été aussi quand même quelque chose de très, très intéressant parce qu'ils nous ont ouvert les portes à aller donner, entre autres, des exposés à leurs membres. On le faisait quand on allait faire du recrutement, mais honnêtement, on ne faisait pas un exposé en disant venez participer à notre projet de recherche. On allait plutôt présenter voici ce qu'est la maltraitance, quelles sont ses conséquences et tout ça. Nous faisons un projet, si vous-même ou quelqu'un d'autre est intéressé, mais c'était des rencontres qui duraient 1 heure et demie. C'était des activités de sensibilisation. Et on a vu à travers ça des gens qui ont fait des demandes d'aide parce qu'ils se sont reconnus comme vivant de la maltraitance et des gens qui sont restés à la fin de ces présentations-là. Et c'était beaucoup Annabelle Rondeau-Leclerc qui allait les faire, notre coordonnatrice de projet, des gens qui allaient lui parler en disant « J'avais jamais réalisé que c'était ça la maltraitance. » Et donc, en fait, ma réponse, c'est on n'aura jamais trop d'activités de sensibilisation. Il faut garder une offre de sensibilisation qui est récurrente, diversifiée, aller reparler aux gens dans les différents milieux. Des fois, ils ne seront peut-être pas intéressants de m'entendre parler parce qu'on s'entend que parler de maltraitance, ce n'est pas le sujet le plus jazzy, mais en même temps, au moment où eux-mêmes le vivent ou qui sont témoins de quelqu'un de leur entourage qui le vivent, oups, tout d'un coup, ça réveille des choses. L'autre chose qui, pour moi, a été vraiment très intéressante, c'est que, comme je vous expliquais tout à l'heure, à la fin de chacune des entrevues, on remettait une feuille recto verso avec un certain nombre de services dans la région où les gens peuvent communiquer s'ils sont témoins ou clairement la cible d'une situation de maltraitance. Et à plusieurs reprises, les gens nous ont dit: «Si j'avais eu cette feuille-là avant, ça m'aurait évité tant de démarches. Je réalise qu'il y avait des services dans la région, puis je ne les connaissais pas». Ou même des services provinciaux, là, parce que sur notre feuille, on a la ligne à Dabuéné. Donc, tout ça pour dire que,
on ne parle jamais trop d'informations, on ne fait jamais assez de sensibilisation. Donc, il faut commencer, il faut répéter le message, il faut le dire différemment. Mais ce projet-ci, ce qui m'a peut-être fait voir encore plus, c'est jusqu'à quel point les proches sont fondamentaux parce que si une personne maltraitée s'ouvre pour une première fois à un proche, puis que le proche ne l'accueille pas, peut-être qu'elle n'en reparlera plus à personne. Alors qu'on a vu dans tous nos cas, donc dans 10 cas sur 11, que la première personne à qui les gens se sont confiés, avant que ce soit un intervenant, c'était des proches. Donc, ça nous donne, je trouve, un programme social de sensibilisation et de solidarité qui est important. Merci beaucoup. On aurait épuisé les questions et les mains levées jusqu'à maintenant. Si d'autres personnes ont des questions, c'est le moment de les poser. Il nous reste environ 5 minutes avant de clore le webinaire, donc manifestez-vous. Madame Montejo, je m'excuse si j'ai mal prononcé votre nom. Excusez-moi, il y a un problème. Je ne peux pas vous permettre de parler puisque vous utilisez une vieille version de Zoom. Désolé. D'autres personnes qui ont des questions. En attendant que les questions rentrent, moi, je voudrais peut-être vous dire que je l'ai dit rapidement tout à l'heure, on a vraiment fait le choix de faire les entrevues à 2 toujours parce que, il y avait beaucoup d'éléments à couvrir. On était conscients qu'on jouait dans des sujets sensibles. Puis on a fait le choix de le faire, entre autres, la plupart des entrevues, c'était, les 2 co-chercheurs, donc Hélène Carbonneau et moi. Sinon, c'était une de nous 2, soit avec Julien, soit avec, Annabelle et à la fin de chacune des entrevues, quand on sortait, on s'assoyait ensemble, puis on faisait un débriefing de 15-20 minutes sur les moments forts de l'entrevue, ce qu'il ne fallait pas perdre de vue, les pistes d'analyse. Et ça a été un projet qui nous a demandé beaucoup d'investissement, parce que tu sais, les gens pourraient dire ben, c'est juste 11 entrevues. Non, c'est 18 situations documentées en profondeur, c'est des soutiens à des gens, c'est beaucoup de mise en dialogue. C'est peut-être un des projets les plus exigeants, je vous dirais, sur le plan émotif dans ma carrière, parce que j'ai souvent fait des entrevues avec des gens qui avaient vécu de la maltraitance. Mais là, le fait que les gens avaient des incapacités, puis en particulier quand ils associaient leur maltraitance à leur incapacité, on allait chercher une charge émotive beaucoup plus forte. Et on voyait toute l'importance du soutien, que ce soit les proches, comme je le disais tantôt, mais aussi le soutien des services. Pour une dernière question posée par Madame Guylaine D. Oui, rebonjour. Moi, là, en tout cas, j'ai été aidante à plusieurs reprises, puis ce que j'ai trouvé qui était difficile dans les milieux de soins quand on vient pour aider quelqu'un, c'est l'histoire de dire, ben nous, là, on parle juste avec le premier répondant. Vous faites le premier répondant, là, c'est pas lui qui serait la bonne personne. Donc, puis des fois, les répondants, les membres de la famille ont chacun une créativité, un petit quelque chose à apporter. Puis je trouve que le réseau aurait intérêt à ne pas juste privilégier toujours la même personne qui contrôle un peu le reste de la famille, bien souvent. Ça, c'est une chose que j'ai remarquée. Puis l'autre chose qui m'interroge beaucoup, je me demande, c'est une question que je me pose, s'il ne devrait pas y avoir des mécanismes pour s'assurer, quand une personne rentre dans le réseau, par exemple dans un CHSLD ou ressources privées ou autre, à savoir, est-ce qu'il y a eu des documents qui ont été signés, genre se faire signer une procuration, après ça, le mandat en cas d'inaptitude, qui fait que ça va être une personne, puis qu'on ne saura pas, dans le fond, qu'est-ce qui se passe vraiment, puis qui ouvre peut-être la première petite porte de côté à de l'abus par la suite. Donc, je vous soumets bien respectueusement à ma question parce que je n'ai pas la réponse, mais c'est des choses qui m'ont titillé beaucoup. Puis après ça, quand on vient pour avoir l'information, c'est difficile. Puis là, après ça, il parle juste au premier répondant, tu sais, fait que là,
Tu te lances quasiment dans un rang de combat pour aider une Comprenez-vous ce que je veux dire? Oui, oui, tout à fait. Bien, écoutez, j'aurais envie de vous répondre avec un autre projet sur lequel j'ai été engagée ces dernières années, où j'étais co-chercheur. La chercheure principale, c'était Sophie Etier de l'Université Laval. Et c'était sur la maltraitance envers les personnes proches aidantes. et certaines personnes proches aidantes qui sont eux-mêmes des aînés. Écoutez, toute la reconnaissance des proches aidants au Québec et tout ça, on a fait du chemin dans les 2 dernières années où on a vu une loi. Après ça, on a vu une politique et là, on a vu il y a quelques semaines un plan d'action. C'est vraiment hyper important. Et ce que vous dénoncez, ou en fait, ce que vous énoncez concernant le premier répondant, dans une des situations, une des personnes interviewées, qui était accompagnée de sa sœur pendant l'entrevue. La sœur déplorait ça aussi énormément, là. Quelle était sa parole et comment sa parole était-elle entendue pour pouvoir éventuellement pouvoir plaider pour sa sœur quand elle n'était justement pas reconnue comme étant la première répondante. Donc ça, il y a vraiment des enjeux de système qui sont importants et c'est certain que là, quand il nous reste 2 minutes, je peux moins aller là-dessus, mais vous mettez le doigt sur quelque chose. C'est ce qui mettrait fin à notre présentation de ce midi. Nous vous remercions d'avoir participé en grand nombre au webinaire sur la maltraitance matérielle et financière et psychologique envers les personnes ayant des incapacités au Québec. Comme je disais en introduction de rencontre, le webinaire a été enregistré. Il sera rendu disponible sur le site web de la chaire de recherche dans les jours qui vont suivre, ainsi que le PowerPoint présenté par Mme Beaulieu. Pour ça, on vous souhaite une bonne fin de journée et au plaisir d'échanger avec vous prochainement. Merci. Au revoir. Au revoir.